bonsoir à tous, chers auditeurs. Nous vous recevons pour la 45e émission d'Orage d'Acier, spéciale Noël. Xavier Javel pour vous servir. Je reçois Monsieur K. Bonsoir. Bonsoir. Le thème de ce soir va être Noël autrement. Je suis désolé, chers amis auditeurs, j'ai une voix terrible, parce que je suis extrêmement souffrant après que Xavier l'ait été la semaine dernière. Donc voilà, je vous prie de par avance d'excuser ma voix enrhumée et grippée. Nous avons décidé avec Xavier, en effet, de faire une émission ce soir sur Noël, qui s'intitule Noël autrement, pour essayer de faire quelques rappels sur le sens profond de Noël, sur ce que c'est que cette fête qui aujourd'hui est totalement ensevelie sous les aspects mercantiles de la société de consommation triomphante. Nous allons essayer de faire quelques rappels utiles sur le sens réel, sur le sens de Noël, sur le sens authentique de cette fête qui, pour nos amis non-croyants, est aussi un moment de recollection, un moment de méditation, puisque elle coïncide avec le moment où le soleil redémarre sa course, il ne cesse de rallonger les heures de jour, et donc c'est aussi pour toute la société française et européenne l'occasion de se souvenir justement de ces fêtes immémoriales où le soleil revient toujours invaincu. Alors, premier rappel, je voudrais rappeler que c'est à l'initiative de Mathieu, le président de Dextra, qu'il y a quelques années, nous avions initié des actions à la période de Noël, dans les semaines qui précédaient Noël, afin de redonner justement le sens de Noël à nos compatriotes par des tractages qui se concluaient souvent par des échanges très chaleureux avec les personnes dans les rues. Nous distribuions des clémentines ou des oranges, emballant à l'intérieur d'un tract justement sur le sens de Noël ces oranges, symbole à la fois des cadeaux des anciens jours, quand nos grands-parents s'offraient entre eux ces fruits d'hiver, fruits emplis de vitamines pour lutter contre les maladies qui m'affectent, mais aussi symbole d'un petit soleil en fait. C'était du petit soleil qu'on s'échangeait, qu'on suspendait d'ailleurs souvent dans les sapins, parce que c'est vraiment le fruit de l'hiver, le fruit justement de cette espérance du retour du soleil, des beaux jours, puisque comme je vous l'ai dit, la fête de Noël coïncide avec ce moment important du temps des saisons, du retour des jours qui rallongent. Donc, dans le cadre de cette action Noël autrement, nous essayons déjà à l'époque d'expliquer à nos compatriotes que Noël, ce n'était pas des accumulations de cadeaux coûteux, bourrés d'électronique, bourrés de piles, mais que c'était plutôt un moment de partage et qu'une certaine sobriété ne pouvait pas nuire au sens de la fête de Noël. Bien sûr, la fête est toujours dispendieuse, on consomme souvent des aliments plus coûteux que dans le cours de l'année. On pense évidemment au chapon, au rôti, au saumon, au foie gras, à des vins qu'on n'a pas l'habitude non plus de déboucher, comme des jurançons, ou toutes choses qui évidemment agrémentent le savoir culinaire français dans les périodes de Noël. Presque ce potlatch, c'est-à-dire ce sacrifice, cet excès, cette générosité dans la fête, ce gâchis presque, a un sens presque religieux. Il y a une façon de montrer une grande générosité au moment des fêtes, parce que on doit y détruire d'une certaine façon le surplus de l'année. C'était ça le sens, quand on lit le MOS, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, lorsqu'on lit les auteurs du MOS, on s'aperçoit que la fête consiste essentiellement dans cette destruction du surplus de richesse pour marquer justement une sorte de sacrifice au groupe, aux invités, aux convives, dans cet échange du don et du contre-don qui fondait les sociétés traditionnelles, qui se distinguent des sociétés libérales par le fait que justement elles ne sont pas des sociétés contractualistes, elles ne sont pas des sociétés du contrat marchand, mais des sociétés du don et du contre-don, du don d'abord symbolique, du don honorifique, du don qui distingue, et c'est ça aussi le sens des cadeaux de Noël. À Noël, on doit faire des cadeaux qui relèvent plutôt de l'ordre de la distinction et de la préoccupation de l'autre, c'est-à-dire que le choix que l'on fait du cadeau que l'on va offrir à un proche doit plutôt relever du souci que l'on se fait de cette personne, du temps que l'on a pris à réfléchir à ce qui lui est le plus approprié, ce dont il a peut-être le plus besoin, ou en tout cas celui qui lui ferait le plus plaisir. Et donc il faut plutôt consacrer du temps à choisir avec grand soin les cadeaux, plutôt que augmenter l'enveloppe budgétaire.
De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois dessus le grand chemin. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leur juste au corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit 3 rois modestes comme d'anges. Puis sur un char doré de toutes parts, 3 rois debout parmi les étendards. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant une pauvre étable. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant l'humble réduit. Au Fils de Dieu, qui naquit en ce lieu, ils viennent tous présenter leurs hommages. Au Fils de Dieu, qui naquit en ce lieu, ils viennent tous présenter leurs douves. De beaux présents en myrrhe et encens, ils vont offrir au Maître dent admirable. De beaux présents en myrrhe et encens, ils vont offrir au bienheureux enfant. Et Noël, c'est aussi et avant tout la fête des enfants? Oui, c'est bien sûr la fête des enfants. Alors, première chose, d'abord, c'est la fête des enfants parce que c'est la fête de la nativité, l'accueil du Messie, l'accueil du Sauveur de l'humanité, du Dieu fait homme, et en lui-même, en dehors de sa réalité concrète, réelle, historique, et de son sens théologique très profond, il y a aussi un aspect que je dirais plus symbolique, qui est, je dirais, la fête de l'accueil de la vie. Parce que, pour ceux qui s'en souviennent, dans l'Écriture, il y a une tentative par Hérode de détruire tous les premiers-nés des enfants de Bethléem. Or ça nous renvoie immédiatement à la question de l'avortement. Donc Noël est aussi une fête de l'accueil de la vie. Ça, c'est un point qui me semble absolument central, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons, où la vie est si mal reçue et si mal accueillie. Ensuite, fête des enfants à notre égard aussi, c'est nous sommes tous, en tant qu'adultes, des enfants devenus adultes, et donc c'est aussi le moment de la résurrection en nous des vertus de l'enfance, c'est-à-dire l'idéalisme, la simplicité, une certaine joie de vivre, un certain détachement des choses de ce monde, une certaine spontanéité qui se perd évidemment avec, je dirais, la prose des jours. Et de Noël doit aussi être la fête du retour de l'enfant en chacun de nous. Je pense par exemple il y a quelques jours, c'est d'ailleurs ça arrive presque tous les ans, et tout le monde a déjà vécu ce genre d'épisode. Un monsieur qui déambulait dans le métro parisien et qui hurlait à la cantonade faites pas la gueule, c'est Noël. Et c'était assez amusant parce qu'évidemment ce qu'il voulait dire par là assez vulgairement, assez brutalement, c'était aux gens qui étaient dans le wagon, et c'était pour eux l'occasion à l'approche des fêtes de Noël de retrouver un peu de la simplicité de ce que l'Écriture appelle retrouver un cœur d'enfant, tout simplement. Donc ça, c'est aussi peut-être un des messages de Noël. Alors, on peut pas faire ça toute l'année, parce que ça demande évidemment une attention pour conserver cette simplicité d'âme. Mais Noël, c'est un peu comme pour le carême, un moment, une occasion de cultiver certaines des vertus, finalement les moins entretenues par l'époque, que sont cette simplicité, cette spontanéité, cette naïveté au sens de cette naissance au monde. Et je crois que Noël est en effet l'occasion de retrouver, je dirais, la fraîcheur de notre enfance à l'approche de ces fêtes de Noël. Autre aspect, à mon avis, intéressant de cette fête des enfants, c'est que Noël, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fête de la nativité du Messie, du Sauveur. Et il s'agit aussi, non seulement de ressusciter l'enfant qui est en nous, mais de recevoir l'enfant Christ en nous, c'est-à-dire de préparer le foyer, de préparer son âme, comme on prépare la maison,
en y mettant des décorations, en apprêtant toute la maison, en préparant le repas, comme pour la venue des invités. On doit nous aussi ranger notre intérieur, parer notre intérieur pour la venue du Messie, non seulement dans le monde, mais en nous-mêmes. C'est-à-dire nous préparer à recevoir de lui, non seulement sa venue historique, physique, renouvelée, je dirais, dans le saint sacrifice de la messe, mais aussi de le recevoir dans notre âme, afin d'être toujours plus proche de lui, toujours plus semblable à lui. Voilà, ça c'est peut-être le deuxième aspect le plus important de cette fête des enfants, c'est d'accoucher du Christ en nous. Et la période de Noël est évidemment un moment, puisqu'elle est aussi précédée d'une période de carême, c'est ce qu'on appelle l'Avent, tout simplement. C'est l'occasion pour nous aussi de faire une replongée dans l'eau du baptême, et de préparer la venue, la naissance en nous du Christ dans nos âmes. Et pour quitter un peu cette logique consumériste, qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme cadeau à nos proches ? Alors, si c'est des enfants, je déconseillerais très vivement tout ce qui est d'ordre électronique. Donc, pas d'iPad, pas de tablette, rien de ce qui se rapproche, je dirais, d'objets électroniques, d'écrans. Voilà, quel que soit l'âge. Je veux dire, si ce sont des tout petits enfants, évitez d'offrir des cadeaux électroniques avec des boutons, des espèces de robots à piles. Si ce sont des enfants un peu plus âgés, évidemment, interdiction d'offrir des consoles de jeux, que ce soit d'ailleurs des consoles de poche ou des consoles de salon, ordinateurs, tout ce genre de saloperies. Privilégier absolument pour les petits des jouets en bois traditionnels originaires de France. Je sais que par exemple, il y a des régions comme le Jura où l'on fabrique encore des jouets en bois. On peut chercher d'ailleurs des bois naturels, non vernis, non peints, avec des peintures toxiques. On peut offrir des espèces de jeux toujours en bois, des caplas, des jeux de construction. On n'est pas obligé de rentrer dans des choses très mécaniques comme les mécanos ou ce genre de choses, ou des grandes marques comme Lego. On peut aller sur des choses beaucoup plus simples que les enfants trouvent toujours à réemployer dans leurs jeux. Je pense par exemple à toutes ces pièces de bois. Lorsque les enfants jouent avec des petites figurines ou autres, ça leur permet, avec ces pièces, de leur réassigner un rôle et de fabriquer des décors à l'infini avec ces jouets. Donc privilégier des choses qui ont déjà fait leur preuve, je dirais, tout simplement. Pour les proches adultes, privilégier les cadeaux qui ont du sens. Ça ne sert à rien d'offrir une nappe ou la dernière machine à moudre le café électrique ou des produits électroménagers ou des gadgets ou des choses
qui semblent amusantes quand on est dans les rayons des magasins, mais qui en fait sont dérisoires, comme je sais pas moi, des pantoufles avec pour un papa super, enfin ce genre de conneries. Non. Souvent, nous sommes le seul levain dans la pâte dans nos familles. C'est à nous de donner l'exemple, justement, d'offrir des cadeaux qui font du sens. Ça peut être des livres, ça peut être un DVD, ça peut être une chose faite de nos mains aussi. Hein, on peut prendre la peine, les jours maintenant se rapprochent, donc il faudrait s'y mettre très rapidement si vous voulez le faire, mais vous pouvez par exemple réaliser des choses de votre main. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des DIY, do it yourself. Il y a 1000 tutoriels sur internet ou dans des livres de choses vraiment charmantes et qui nous renvoient un petit peu à ce qu'a pu être l'artisanat dans des décennies passées. Donc ne pas hésiter à privilégier des choses faites à la main, ou alors si c'est des choses que vous allez acheter et pas réaliser vous-même, là aussi, privilégier l'artisanat français, le made in France, artisanal. Ça peut être aussi bien des choses pour la maison, des savons, un savon par exemple saponné à froid d'artisan. Ça peut être des confitures artisanales faites par des moines par exemple. Là vous encouragez aussi une économie parallèle et qui fait du sens. Ça peut être des objets religieux. Souvent dans les maisons aujourd'hui sont plus ou moins dépouillées de toute culture religieuse. On peut y remettre une icône, par exemple, faite par des moniales. On peut acheter aussi des antiquités. C'est des choses auxquelles les gens pensent assez peu. Mais par exemple, à Drouot, chez les brocanteurs, chez les antiquaires, on peut trouver des cadeaux de qualité anciens, de vieux objets qui ont au moins pour eux leur beauté, sinon leur utilité. Enfin, il y a aussi tous les marchands de livres anciens. On peut trouver de très beaux ouvrages avec de belles photographies, sur des sujets qui passionnent tel ou tel membre de la famille. Donc je crois qu'il faut, pour répondre à cette question, s'interroger et ne pas répondre à cette question en se disant « qu'est-ce qui me ferait plaisir ?» On n'offre pas un cadeau à quelqu'un en se disant « tiens, ça me ferait plaisir, je vais lui offrir ça ». La démarche consiste quand même plutôt à s'interroger « de quoi a-t-il le plus besoin ?» Mais pas en termes de besoin utilitariste, bien sûr. Ça peut être un besoin de l'âme. Donc privilégier toujours d'interroger le besoin de l'autre et surtout d'avoir presque une approche médicale de ce don. C'est-à-dire que vous devez doser le cadeau comme un médecin habile doserait le médicament. Vous voyez ? Un cadeau, ça se donne comme un remède, avec beaucoup de délicatesse, d'attention, de réflexion. Voilà, on passe pas comme ça dans les rayons de la Fnac ou des grands magasins de la culture entre guillemets, de la contre-culture de masse. Et on pioche pas comme ça dans les têtes de gondole le dernier livre à la mode pour remplir son caddie et combler son devoir familial. Non. Il faut pas du tout aborder les choses de cette façon. Mes chers amis, pour la 4e fois, la France célèbre dans l'épreuve et la tristesse un Noël de guerre. Les événements m'obligent à donner à mes vœux l'accent d'une suprême exhortation. Ce soir, je m'adresse à vos cœurs de Français. Entendez votre chef, qui ne veut être dans le grave et solennel silence de cette veillée qu'un Français qui souffre comme vous, avec vous. Noël, fête de la nativité, et la mort plane sur le monde entier. Et la France subit chaque jour l'épreuve cruelle de nouveaux crimes et l'immense misère des bombardements sous lesquels nos villes s'écroulent, jetant sur les routes ceux qui ont échappé au massacre. Malgré tant de désastres, je garde ma foi dans l'avenir de la France. Mais je vous supplie, Français, de renoncer aux stériles discussions des vaines rivalités, aux haines mortelles. Dans le malheur qui nous accable, tendons-nous des mains fraternelles. Écoutez un homme qui n'est là que pour vous et qui vous aime comme un père. Une fois de plus, je vous adjure de penser par-dessus tout au péril de mort que courrait notre pays si sur lui s'abattait la hideuse guerre civile ou si triomphait le communisme et sa barbarie païenne. Croyants, sceptiques ou indifférents, accueillez ce soir cet ultime avertissement. Mais ne finissons pas cette nuit de Noël sur des si douloureuses perspectives. Je veux encore affirmer devant vous et avec vous mon espoir.
nos prisonniers, nos travailleurs sont loin de nous. Ils retrouveront leur foyer. Nos villes sont détruites, nous les reconstruirons. Nos misères sont immenses, mais la tempête passera et les Français recommenceront à s'aimer. Héritiers d'une vieille civilisation, fiers de notre passé, dédaigneux des menaces qui voudraient nous rayer du nombre des grandes puissances, nous pouvons hautement proclamer notre volonté de vivre, notre foi dans l'avenir et notre espoir que la paix sera rendue un jour aux hommes de bonne volonté. Chers amis auditeurs, avant la pause musicale, on va faire le Hall of Shame. 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 Ouais, alors il y a des gars qui, sur les commentaires, ont visiblement un peu de mal à comprendre le principe du Hall of Shame. Shame comme la honte. C'est la raison pour laquelle, pour répondre à un des commentateurs, j'ai mis Shame, le extrait de Game of Thrones. Vous pouvez peut-être me signaler à la boîte d'édition, je sais pas, HBO, peut-être pour que je prenne encore un kick, de YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce son, parce que je trouve ça drôle que les enfants du démon comme vous, qui donnaient de la thune pour encourager les émissions de la Révolution conservatrice, soient dans le Hall of Shame plutôt que dans le Hall of Fame. Et oui, j'avais mis un son pourri, un son en écho qui a plu à personne, raison pour laquelle je l'ai enlevé. Il y a un Finky Boy qui essaie de troller un petit peu là sur les commentaires sur la chaîne YouTube. Il doit probablement être un fan de Finkelkraut, sinon je comprends pas ce pseudo. Et il attaque assez violemment, mais bon, il lui a répondu aussi violemment, donc voilà, un partout. Il me parle d'un blog de Marginal que je ne connais pas, alors qu'il envoie le lien, puis on en parlera la prochaine fois avant le Hall of Shame. Voilà, merci de commenter. Pour ceux qui commentent, merci aux trolls. Je vous rappelle qu'on prépare une émission sur les trolls et les Social Justice Warriors, donc on aura le temps de revenir sur les derniers événements de ces dernières semaines qui ont fait rire la dissidosphère et qui ont fait pleurer quelques identitaires à poil long. Voilà, on y reviendra. Alors je voudrais remercier à Seigneur Tout Honneur, Fred, qui travaille dans la finance. Je peux pas en dire beaucoup plus. Il a eu l'amabilité de nous faire un don très généreux de 50 € directement sur PayPal. Merci à lui. Donc normalement on enregistrera avec toi le 2 janvier si je me souviens bien, ou le 1er. Et puis je remercie également Stoka qui nous a commandé un t-shirt, voilà, kaki taille L. Merci à toi Stoka pour cette commande, merci pour tes encouragements. Il nous dit continuez comme ça. Également un don de 10 € de Bardwa Connard qui nous dit si un étranger arrive chez toi, offre-lui l'hospitalité. S'ils sont 10, explique-leur que tu ne peux pas les recevoir. S'ils sont 100, déterre les armes de guerre. Proverbe africain. Merci à toi Bart. Je vous rappelle que vous pouvez faire des dons sur le Tipeee. Donc vous aurez évidemment des contreparties. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre page sur tipeee.com. Vous pouvez également commenter en bas de cette vidéo, soit sur le blog Radio Méridien Zéro, soit sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également disliker, rager dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'extra et toutes ces activités sur leur page Facebook ainsi que sur leur site internet. Vous pouvez également retrouver les annonces sur le blog oragedacier.info. Nous faisons une pause pour Noël, donc le soir de Noël vous gaverez de dinde, mais vous n'aurez pas de fréquence Orage d'Acier. Le dimanche suivant Noël, dimanche 25. Je sais, je vais vous manquer. Mais en attendant, tu peux toujours balancer un peu de thunes sur le Tipeee. Comme ça, on peut acheter une caméra et réaliser le docu dont je vous parlerai à compter de l'année prochaine. L'année prochaine à partir de janvier, quoi. Et puis, on se retrouve donc juste après la pause musicale. C'est que je vois tomber la neige par-dessus les toits de Paris. J'ai le moral qui se désagrège. Ça c'est un mot que tu m'as appris. Ça sert à rien de te le dire. C'est vrai, je t'en ai trop parlé. Je voudrais plus que tu soupires. Mais c'est le froid
j'imaginerai un Noël allégé. Je peux pas t'expliquer un Noël allégé. Dommage, tu sais, le manteau que j'ai sur les épaules, même pas je savais ce que c'était. J'avais lu qu'il y en avait au pôle, mais le pôle, moi, je voulais pas y aller. Quand tu te perdais dans la brume, moi, je respirais l'air des pins. Quand tu te soignais ton rhume, j'allais faire des cajots d'oursin. Un Noël allégé, je peux pas t'expliquer. Un Noël allégé. Dommage, tu sais, qu'on y soit né, qu'on y soit tout simplement passé. Alger, c'est une ville qu'on peut pas oublier. Tu comprends maintenant, dis, tu devines pourquoi je regarde tant vers le pays de mes racines. Un Noël allégé, je peux pas t'expliquer. Un Noël allégé. Dommage, un Noël allégé. Je peux pas t'expliquer. Un Noël allégé. Dommage que j'ai pas pu, pardon, c'est vrai, que je ne puisse pas t'amener. Et quid du Père Noël ? Lorsque nous faisions les actions dans les rues, avec les camarades de Dextra pour promouvoir ce Noël autrement, l'un d'entre nous, Nicolas, que je salue, s'habillait en Père Noël. Il se déguisait en Père Noël, Seulement nous avions choisi qu'il se déguisait en Père Noël vert. Parce qu'en réalité, les vraies couleurs du Père Noël, c'est le vert, parce que le Père Noël, c'est Saint Nicolas. Saint Nicolas était un évêque dans l'Église catholique, hein, on le sait, et c'est lui la vraie figure, si vous voulez, paternelle de cette période de la nativité. Et ce Père Noël affreux rouge, en fait, est une figure qui a été imposée par la marque Coca-Cola à partir des années de l'entre-deux-guerres, en fait. Et il faut vraiment lutter contre cette hégémonie culturelle du Père Noël Coca-Cola, ne serait-ce que nous, dans nos intérieurs, en évacuant toutes ces représentations. Alors ça a l'air de rien, c'est une toute petite chose, mais c'est la guerre culturelle, c'est aussi des petits gestes, comme celui, par exemple, de ne pas valider l'imaginaire dominant de ce Père Noël de pacotille, en fait, tout simplement, et de parler de Saint-Nicolas. Et éventuellement, si on parle de Père Noël, bien sûr, on peut, mais enfin, essayer de lui retirer tous les traits les plus grossiers de cette domination, finalement, capitaliste et marchande du Père Noël Coca-Cola.
passé le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne faites pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, descends avec ton flingue. En bas y a plus que des dingues. Mais n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Même si souvent leurs parents sont plus bêtes que méchants. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne faites pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Mais prends ton gilet pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Vois-moi une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Petit Papa Noël, petit Papa Noël, on fera mieux l'année prochaine. Petit Papa Noël. J'aimerais maintenant venir sur une autre problématique un peu plus polémique, qui est celle des décorations de la ville. Oui, souvent on entend, surtout en période de crise, que les décorations de Noël dépensent de l'électricité, demandent une grande énergie de la part des services municipaux pour installer les lumières, etc. Alors évidemment, on peut déjà regarder à la qualité de ces décorations de ville. Souvent, il faut bien reconnaître, les choses sont d'assez mauvais goût. Alors là-dessus, je dirais, pour avoir moi-même eu une expérience municipale, il y a un devoir de la municipalité d'accompagner ces temps forts de la vie collective, de la liturgie en fait collective, on pourrait presque dire, puisque c'est un temps qui, au-delà des considérations religieuses, marque la vie sociale dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale. Oui, à l'accompagnement de ces événements par la ville. En revanche, peut-être, là aussi, y introduire une plus grande part d'intériorité. C'est-à-dire peut-être en faire moins pour qui d'ailleurs? Moins pour le commerce, parce qu'en fait, il s'agit de ça. Il s'agit d'animation commerciale. Dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, les commerçants mettent la main à la poche, parce qu'ils savent que c'est une aide, je dirais, à l'animation de la ville et donc à l'activité économique. Or, je crois qu'il faut rompre avec l'approche économiciste des fêtes de Noël, je vous l'ai dit en introduction. Et là, à cet égard-là, je dirais, en effet, qu'une plus grande sobriété, une extinction déjà des vitrines, puisqu'on cherche des économies d'énergie, je commencerai par demander l'extinction des vitrines des commerces, des enseignes, comme des vitrines d'ailleurs. On devrait d'ailleurs demander aussi, comme dans certains pays, le démontage d'un certain nombre d'enseignes lumineuses. Il y a une pollution lumineuse qui empêche les observateurs des étoiles et du ciel de le faire à la nuit tombée.
C'est une véritable nuisance, c'est une forme de pollution. C'est une nuisance en dehors de ça, je dirais simplement pour les simples usagers de la ville, parce qu'on n'a pas à être en permanence, y compris de nuit, bombardé de messages publicitaires. Donc s'il y a des économies à faire en termes d'économie d'énergie, de pollution lumineuse, c'est plutôt là qu'il faudrait les faire. Il faut que les hommes politiques de terrain, les élus municipaux, soient en revanche beaucoup plus pénétrés du sens de ces fêtes de Noël. Et je sais qu'un moment important de la vie des municipalités, c'est la période juste après Noël, c'est la période des galettes des rois, qui est le grand moment politique. Je vous livre un petit secret de fabrication de la politique politicienne. Les galettes, c'est un moment très important, les années de campagne, par exemple. Donc, c'est le moment où on va voir toutes les associations, et là, on mange de la frangipane, en veux-tu, en voilà. Là, à ce moment-là, je dirais qu'il s'agit moins de cela que de redonner, justement, dans la vie municipale, le sens du sacré. Et là, il y a toute une polémique autour des crèches dans les municipalités. C'est très bien qu'il y ait des crèches dans les municipalités, mais je crois que ça va être tout à fait insuffisant pour constituer une identité française à opposer au vide libéral ou au trop-plein de l'islamisme conquérant. Voilà, il faudra un peu plus que cela, et je crois qu'il faudra en passer par une vraie introspection du personnel politique qui doit se pénétrer de l'idée que la religion, ce n'est pas seulement des signes extérieurs, comme des crèches toujours sympathiques, mais tout à fait insuffisantes. Donc il faudra penser à plus. On va pas défendre l'identité française avec des crèches et des galettes des rois. Quoi qu'en disent Karim Mouchik du Ciel ou telle personnalité du Front National. Mais Noël, c'est aussi un moment de charité. Que faire comme action sociale au moment de Noël ? Alors l'action sociale ne doit pas se limiter à Noël, bien sûr, la charité non plus. C'est un combat au long cours, c'est évidemment le pinacle, je dirais, de l'action sociale, c'est à ce moment-là. Je me souviens, dans le même état d'esprit d'ailleurs que Noël autrement, que nous avions organisé pendant des années une sorte de banquet de Noël juste pour les sans-abri, autour de la gare Montparnasse, avec l'association Nos Seigneurs les Pauvres, qui avait pour but justement de replonger les militants politiques aussi dans l'action sociale, tout simplement, de ne pas leur faire oublier que le nationalisme, c'est le service de la nation, et le service de la nation, c'est le service des classes les plus nombreuses, et ces populations-là, ce sont évidemment les populations les plus humbles. Et le nationalisme consiste essentiellement à défendre d'abord les plus humbles, parce que nous sommes des militants de l'inégalité protectrice. Et nous avons, beaucoup reçu, et donc nous avons aussi beaucoup de devoirs. Cela nous crée beaucoup de devoirs. Donc, qu'on soit chrétien ou non, mais surtout si l'on est chrétien, nous avons d'immenses devoirs à l'égard des plus humbles d'entre nous, et évidemment à Noël, l'Évangile nous apprend que sous la figure de chaque pauvre se cache un autre Christ. Et c'est un peu l'aventure de Saint Martin, le Hongrois, apôtre des Gaules, qui croise un pauvre et qui grelotte de froid, et Saint Martin coupe en deux son manteau et le donne à ce pauvre. Saint Martin n'a donné que la moitié de son manteau parce que, étant centurion romain, l'autre moitié ne lui appartenait pas, elle appartenait à l'Empire. Parce qu'il n'en payait que la moitié, donc il ne pouvait en donner que la moitié, d'accord ? Cette figure magnifique de Saint Martin avait inspiré l'un de nos camarades, Adrien, que je salue, Charvet, que vous avez déjà entendu à ce micro, et qui vous prépare quelques surprises, parce qu'il vous prépare une émission sur les bistrots et sur la gastronomie française. Adrien, avec ses talents d'artiste, nous avait réalisé une affiche unique que nous avions toujours l'habitude d'apposer au moment de ces actions de Noël autrement. Et la figure qui avait illustré l'une de ces peintures originales, que nous avions apposée près des Galeries Lafayette, était Saint Martin, justement. Parce que les choses n'ont pas changé depuis lors, et que Noël doit garder pour nous le sens du don. Le cadeau que l'on fait à ses proches, dont on a parlé tout à l'heure, Xavier, n'est que le signe du don et du contre-don que nous devons sans cesse mettre en œuvre afin de continuer de faire société et de rompre, parce qu'il a un sens nouveau pour nous, ce don. C'est pas seulement notre charité ou notre générosité entre nous, c'est aussi le signe de notre refus de cette société de l'argent, de cette société totalement contractualiste. Non, nous refusons l'idée que l'on puisse devenir français, par exemple. Cela, on le reçoit à la naissance. Et c'est aussi, je dirais, dans ces échanges, dans ce don auprès de notre peuple, il y a aussi cette préoccupation de la préservation de la France comme réception, comme la France comme héritage, la France comme don que nous avons reçu et que nous avons le devoir d'enrichir, bien sûr, d'enrichir, mais de protéger d'abord. Protéger face à la principale menace de ces dernières années, qui est cette immigration inédite dans l'histoire de l'Europe et du monde, et qui menace de nous submerger. Cette générosité est aussi l'éclat magnifique d'une préoccupation plus profonde
qui est cette préoccupation, cette jalousie que nous avons de protéger ce que nous avons reçu comme un trésor. Chers amis auditeurs, c'était notre émission Fréquence Orage d'Acier spéciale Noël. Dans l'attente, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël en famille, que le soleil invaincu grandisse dans votre cœur, et je vous dis à dans une quinzaine de jours. Et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, Xavier, joyeux Hanouka aussi, non? Eh, la vérité comment là? T'as cru quoi, hein? Surprise!